par les trois studios de tableau, mais pour être placé, hein, c'est tout à fait possible. Oui, pour la plupart, peut-être un peu en dessous. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Super. J'ai l'impression qu'on est pour l'instant entre femmes ce soir, mais peut-être que je me trompe. Voilà, bienvenue donc dans cet espace de webinaire. On va pouvoir donc parler un petit peu de communication animale et plus particulièrement du métier de communicant animalier, en tout cas de l'avenir de ce métier. Donc je vous remercie de votre participation. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais vous demander de garder vos micros pour le moment. En fait, vous avez la main sur vos micros, donc ils sont coupés par défaut au moment où vous vous connectez, mais ensuite, vous avez toujours la possibilité de les activer, les désactiver. Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant la partie vraiment conférence, les micros restent coupés à part le mien, mais à la fin, vous aurez évidemment la possibilité d'échanger directement avec moi, me poser vos questions, on peut un peu discuter ensemble. Et donc à ce moment-là, vous aurez la main sur votre micro pour pouvoir l'activer, le désactiver. En attendant, si vous avez des questions, ça peut quand même être hyper intéressant que vous les posiez dans l'espace de chat. Alors je ne sais pas chez vous si ça apparaît sous le format chat ou sur le format question, parce qu'on n'a pas forcément le même tableau de bord. Donc, regardez un petit peu sur votre écran, si vous voyez un point d'interrogation, si vous voyez euh, une bulle avec écrit chat. Parce que du coup, ça va permettre à la fin que moi, je puisse reprendre toutes les questions qui ont été posées, toutes les remarques qui ont été posées, qui ont été faites, pour pouvoir évidemment vous répondre, puisque le but quand même, c'est que je puisse aussi répondre à vos questions et pas simplement parler toute seule. Voilà. Donc la thématique de notre conférence de ce soir, bien, ça va être l'avenir du métier de communicant animalier, un métier qui vient à peine de sortir de l'œuf, de commencer à exister. Et on parle déjà de son avenir parce que si vous suivez un petit peu ce que je partage sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, eh bien, on peut, peut-être, on sera rattrapé par la technologie puisqu'il y a de plus en plus d'outils qui sont développés aujourd'hui pour comprendre la communication des animaux, mais pas les outils qu'on imagine puisque là, il s'agit de logiciels et d'intelligence artificielle. C'est un petit peu quand même euh, la nouvelle grande vague qui peut-être va changer notre mode de vie sur plein d'aspects. Donc ici, on va s'intéresser exclusivement à la communication animale, à son avenir aussi par rapport à la place de l'animal dans notre société et à la place de la communication animale par rapport à comment elle est perçue aujourd'hui et vers quoi ça pourrait évoluer à l'avenir. Voilà. Donc effectivement, ce petit lémurien qui est hyper étonné d'entendre que le communicant animalier, ça peut être un métier d'avenir puisque les autres professionnels qui travaillent avec les animaux, vétérinaires, comportementalistes, etc., n'imaginent pas une seule seconde que ce métier puisse avoir de l'avenir, on les comprend. Mais je vais vous expliquer tout ça pendant cette conférence. Alors, mais pour rester bien connecté avec nous, veillez à ce qu'il n'y ait pas trop d'applications qui fonctionnent en même temps sur votre ordi ou sur votre téléphone. Ça va consommer de la bande passante et puis du coup, vous ne pourrez pas suivre tout ce qui se passe au niveau du son, au niveau de l'image. Installez-vous confortablement, essayez de ne pas être dérangé. Alors, c'est vrai que parfois, c'est l'heure où il y a toute la vie de famille autour. Et, euh, Et surtout, quand vous avez une question, vous me l'écrivez dans l'espace de chat ou l'espace question, comme ça je pourrai y répondre plus tard. Alors, quel est mon but à travers cette conférence? Bon, ben, c'est effectivement de parler du métier de communicant animalier. Donc, j'espère, je suppose que vous connaissez déjà la communication animale. Je vais donc pas revenir sur c'est quoi, comment ça fonctionne, etc. Si vous connaissez pas, bienvenue, restez parmi nous, il n'y a aucun souci. Vous allez sûrement apprendre des choses et vous allez sûrement avoir des questions hyper intéressantes à poser.
Mais si vous connaissez pas, ben, en fait, il y a d'autres webinaires que je propose sous ce format ici de visioconférence qui peuvent répondre à ben, qu'est-ce que la communication animale, est-ce que tout le monde peut la pratiquer, etc. À ce moment-là, je vous inviterai juste à rester abonné à ma newsletter pour recevoir les invitations à ce genre de conférence. Alors, je m'adresse du coup aussi aux personnes qui peut-être envisagent la communication animale comme métier ou qui peut-être pratiquent déjà la communication animale comme activité professionnelle. Quand on est professionnel dans un domaine, c'est vraiment important régulièrement d'essayer de jauger comment notre profession va évoluer, vers quoi elle va évoluer et donc de se poser des questions, d'anticiper. Donc effectivement, autant ceux qui vont devenir pros que ceux qui sont déjà pros, je m'adresse à eux. Voilà. Et ben donc évidemment, si vous n'y êtes pas encore et que vous vous demandez si c'est réaliste de se lancer dans cette aventure, bien sûr, pour pas vous engager en suivant votre rêve et vous retrouver bloqué à un moment donné. Donc on parle de tout ça dans cette visioconférence, donc l'avenir du métier de communicant animalier. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Je vais juste répéter une petite consigne par rapport au micro. Je vous invite à les garder coupés. Vous aurez la possibilité de les rallumer à la fin parce que on peut avoir un échange, questions-réponses, un petit peu de débat aussi, pourquoi pas. Et toutes les questions qui vous viennent pendant la conférence, vous allez me l'écrire dans l'espace chat ou questions. Comme ça, moi, je pourrai y répondre plus tard. C'est-à-dire, je ne vais pas m'interrompre pour répondre à vos questions au fur et à mesure, sinon on risque de finir très très tard et puis de ne pas perdre le fil. Alors, on va faire un petit point de situation sur ce qui peut toucher la communication animale. C'est la première étape. Donc évidemment, la place de l'animal dans notre culture, puisque c'est parce qu'il a pris une certaine place dans notre société humaine qu'aujourd'hui, la communication animale est devenue un métier. On va en parler. Où en est le marché de la communication animale? Effectivement, dans le milieu de la com, on aime bien se dire qu'on rend service et puis qu'on ne pose pas les questions économiques et financières, mais en fait, à partir du moment où ça devient un métier, une activité professionnelle, il faut aussi considérer cette notion d'offre, de demande et de marché. Y en a-t-il un ou pas? Dans quel état est-il? Et y a-t-il encore de la place sur ce marché? Ce sont les questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans une carrière. Là, c'est très terre à terre et très pragmatique, mais en même temps, là, on parle vraiment d'avenir professionnel, donc il faut pouvoir poser les choses et être bien informé. Et enfin, on va parler de ce que l'intelligence artificielle pourrait changer dans tout ça, c'est-à-dire le marché de la communication animale, la pratique de la communication animale et le rapport que l'on a à l'animal dans notre culture. On ne pense pas a priori faire le lien entre les deux et pourtant, comme je vous disais, il y a des projets de la recherche dans ce domaine-là pour développer des intelligences artificielles qui vont pouvoir pratiquer la communication animale. On va voir ça donc juste après. Si on parle de la place de l'animal dans notre culture, il y a plusieurs choses à relever. Déjà, c'est la notion d'animal de compagnie. Un animal de compagnie, c'est donc un animal qui va rester aux côtés de l'humain sans lui rendre de services qui auraient une valeur commerciale, qui auraient une valeur économique ou qui irait sur de la production d'alimentation ou de la production de biens. On pourrait se dire que donc l'animal de compagnie, il est aux côtés de l'homme gratuitement, entre guillemets. Et donc, ce qu'il va apporter à l'humain, ben, donc, c'est effectivement sa compagnie, sa présence, son affection, du réconfort, une relation. Ce sont des choses qui sont euh, impossibles à quantifier, qui n'ont pas de prix. Et donc, l'animal de compagnie, petit à petit, prend beaucoup de valeur aux yeux de la personne qui est en relation avec lui. Donc là, vous savez de quoi je parle, parce que j'imagine que là, vous êtes chacun, chacune déjà en relation avec des animaux. Effectivement, ça ne peut pas se quantifier. Cette histoire de l'animal de compagnie a débuté il y a très longtemps avec la domestication du chien. La domestication du chien, donc, qui remonte à 30 000 ans.
Donc au départ, c'était l'ancêtre du loup actuel qui a rencontré l'homme et il y a eu dès le début, pour cette espèce-là et uniquement pour cette espèce-là, une relation pas exclusivement utilitaire, mais aussi d'animal de compagnie. C'est pour ça que ben, le chien, quelque part, est un peu particulier en termes d'espèce animale et qu'on dit qu'il est le meilleur ami de l'homme, puisque c'est une espèce qui est totalement construite aux côtés de l'homme, aussi bien dans un rôle utilitaire que dans un rôle d'animal de compagnie. Ensuite, les animaux ont pris beaucoup de place dans la vie des humains au fur et à mesure que la domestication a eu lieu. Donc la domestication s'est étendue sur plusieurs dizaines de milliers d'années, puisque ben, le chien, c'est 30 millions d'années, 30 000 ans, pardon, et la vache, parce que je vois millions écrits devant moi, alors j'ai bugué. La vache, par exemple, c'est 7 000 ans. Donc, c'est un processus qui a eu lieu dans le temps. Et du coup, la société humaine s'est construite autour de la présence de ces animaux domestiqués auprès de nous. C'est-à-dire, c'est parce que l'animal a représenté une force de travail avec la traction animale, les bovins et les équidés n'étaient pas utilisés à l'origine pour la consommation de viande, mais bien pour produire du travail dans les champs. Et puis, bon, il y a des animaux qui sont restés auprès de l'homme pour des questions de sécurité alimentaire, donc effectivement d'apport de nourriture. Et du coup, nous sommes devenus dépendants de ces animaux, autant que eux sont devenus dépendants de nous. Aujourd'hui, vous remettez un animal domestique dans la nature, il ne survit pas, mais vous enlevez l'animal domestique de la société humaine, il ne survit pas non plus. En fait, on est vraiment dans une situation d'interdépendance. Je sais qu'on ne voit pas très souvent la situation de ce point de vue-là. Mais en fait, il faut ouvrir les yeux et le reconnaître. Regardez le nombre d'animaux. Donc sur l'illustration que vous voyez, c'est le nombre d'animaux qui sont aux côtés des Français. Donc là, c'était les chiffres de 2012, 13, 14. 63 millions d'animaux en 2012 en France, ça veut dire presque un animal de compagnie par humain en France. Et 1 milliard d'animaux pour l'alimentation, ça veut dire bon, encore beaucoup plus d'animaux. Vous enlevez tous ces animaux du paysage sociétale, vous imaginez un petit peu la perturbation. Donc on peut pas trop se passer des animaux et aujourd'hui, l'animal de compagnie commence à prendre énormément de place. Ce qui est amusant quand on s'intéresse à l'histoire de la domestication, puis à l'histoire de l'animal de compagnie, c'est que finalement, à part le chien, les espèces de compagnie étaient au départ plutôt ce que on va considérer comme des nacs aujourd'hui, puisque l'animal de compagnie a vu un grand essor à la faveur du colonialisme et il s'agissait de ramener des colonies des animaux exotiques, donc perroquets, singes, serpents, qui du coup allaient partager le quotidien de certaines personnes. Je parle pour la France, évidemment. Donc là, évidemment, ça s'étend à tous les pays d'Europe où il y a eu une démarche coloniale. Tandis que tous les animaux domestiqués qui étaient déjà présents dans les sociétés humaines à l'époque étaient plutôt des animaux utilitaires. C'est intéressant de constater que finalement, plus l'humain s'est séparé du travail de la terre et de la vie paysanne pour aller vers au départ le tracteur et ensuite des, l'hydraulique dans les véhicules agricoles et puis l'électronique dans les véhicules agricoles qui ont participé en fait à petit remplacer les animaux pour le labeur. Et bien plus l'animal de compagnie prend de la place et plus les espèces animales de compagnie sont des espèces qui ont toujours été proches de nous. Donc il y a eu le chien, puis ça s'est étendu au chat. Et maintenant, on commence à voir des brebis, des chèvres ou des boucs, des vaches, des cochons, des lapins en animaux de compagnie, alors que jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, ces animaux étaient exclusivement des animaux de rente. Du coup, ça montre quand même qu'il y a une grande évolution dans le rapport que l'on a à l'animal depuis pas tellement longtemps en fait. C'est un peu arrivé avec les années 2000. Et il y a un truc qui est hyper récent et qui est tout nouveau, c'est l'animal de compagnie utilisé comme image promotionnelle sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau statut. Alors, c'est pas un statut juridique quand je dis statut, hein, c'est plutôt un statut presque social, si on peut dire ça comme ça.
Un nouveau statut de l'animal qui est influenceur ou qui est utilisé par les influenceurs et qui va avoir un impact du coup sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau métier animalier qui est occupé de voir le jour. Euh, Alors il n'y a pas de plus en plus d'animaux de compagnie dans notre quotidien. Et même depuis 2006, ça a tendance à baisser mais baissé de l'ordre de, on est passé de 52% des foyers français ont au moins un animal de compagnie à 48, donc ça baisse très très lentement. En fait, ça baisse, mais il n'y a pas forcément moins d'animaux. Et le budget que les propriétaires allouent à leur animal de compagnie, lui, il est en hausse permanente. De 2012 à 2013, non, pardon, de 2022 à 2023, ce budget a augmenté de 201 euros quand même. C'est pas une petite augmentation quand on voit ce que l'on consacre en moyenne, vous voyez à l'écran pour les chiens et les chats, chaque année pour un animal. Bon, tous ces chiffres-là, qu'est-ce que ça nous dit? Euh, Déjà, le rapport à l'animal a évolué parce qu'aujourd'hui, l'animal de compagnie devient plus qu'un animal de compagnie, il devient un membre de la famille. C'est-à-dire qu'on va étendre la famille humaine pour inclure l'animal qui vit avec nous. Alors, je pense que vous savez ce dont je parle parce qu'à mon avis, dans votre quotidien, vous avez ce rapport-là avec vos animaux. Donc, c'est pas juste le chat ou le chien, il est intégré à la famille. À partir du moment où l'animal est intégré à la famille humaine, les propriétaires de l'animal, ses responsables, ils veulent qu'il puisse bénéficier du confort dont eux-mêmes disposent. Parce qu'on ne va pas moins bien soigner un membre de notre famille sous prétexte qu'il y a des différences. Voilà. Donc on va essayer d'offrir à nos animaux quelque chose qui s'approche de ce que l'on peut s'offrir à soi-même. Et donc là, c'est relativement nouveau, puisque ça n'est possible que dans une société où une grande partie des besoins sont satisfaits. Si vous prenez la pyramide de Maslow, donc il faut que les besoins physiologiques soient satisfaits, c'est-à-dire qu'on a à manger, on a à boire, etc. Les besoins de sécurité aussi, il n'y a pas de conflit, on n'est pas en danger dans notre habitat, voilà, on n'est pas en guerre. D'ailleurs, vous voyez, prenez l'exemple de l'Ukraine, donc qui a probablement un rapport avec l'animal pas très différent du nôtre au niveau des populations qui habitaient en Ukraine avant le conflit. Dès l'instant où vous avez une guerre qui est déclarée, bon, en fait, on se retrouve avec le problème des animaux et avec énormément d'abandon parce qu'évidemment que à ce moment-là, la personne se retrouve à la base de la pyramide au niveau de la satisfaction de ses besoins, elle est sur son besoin de sécurité. Et là, ben, plus je suis léger, plus je vais vite pour fuir le conflit. Et donc l'animal redevient, entre guillemets, juste un animal. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais on agirait tous pareil en fait, hein. C'est une question de ce qu'on peut se permettre ou ce qu'on ne peut pas se permettre. Et à partir du moment où nos besoins physiologiques et de sécurité sont assouvis, sont nourris, qu'il n'y a pas aucun stress avec ça, bon, on peut se permettre des choses pour notre animal qu'on ne peut pas se permettre dans d'autres contextes. Et donc là, nous, dans notre vie de tous les jours, dans les sociétés dans lesquelles on est, même si on peut râler sur beaucoup de choses et que bientôt il y a les législatives et qu'il y a plein de débats sur c'est terrible, comment c'est dur de vivre en France, en fait, il faut quand même reconnaître qu'on est très très bien lotis par rapport à d'autres pays. Et ça se voit par rapport au fait que une des préoccupations que l'on a pour nos animaux de compagnie, c'est le besoin de reconnaissance et d'épanouissement. Je veux que mon animal soit heureux. Je veux qu'il soit épanoui dans sa vie. Je veux qu'il sache que j'ai de la reconnaissance pour lui. Je veux qu'il se sente bien avec ses copains. Enfin, tout ça, ça n'est possible que parce que les autres étages de la pyramide de Maslow sont nourris et assouvis. Donc, on est effectivement pour l'instant dans une culture comme ça. Et donc, le bien-être animal devient une préoccupation majeure. Alors, il y a énormément de polémiques autour de la place de l'animal dans nos vies. Si ça ne vous a pas échappé, hein, que c'est un sujet très, très, très présent dans les médias, dans tout ce qui va être publié au niveau de la littérature, même dans le domaine de la recherche scientifique. Donc, il y a des projets
des réflexions sur le droit des animaux. Donc ça, c'est plus dans la sphère juridique. Dans la sphère politique, il y a quand même le parti animaliste, qui est un parti politique qui se veut défenseur des droits des animaux, alors droits qu'ils n'ont pas encore, mais quand même. Vous avez tous les enjeux écologiques autour de l'effondrement de la biodiversité. Qui dit effondrement de la biodiversité dit de nombreuses espèces animales touchées. Donc, en fait, ça fait aussi partie de ces domaines-là. Dans le milieu agricole, la question du bien-être animal, elle est centrale. Il y a quand même en cours pour l'instant dans les chambres de l'agriculture des projets de label bien-être animal. Vous avez des cahiers des charges qui sont de plus en plus durs par rapport à ça. Enfin, alors, dur dans le sens exigeant avec les agriculteurs. Donc, c'est un sujet quotidien. Et du coup, ça veut dire qu'aussi aujourd'hui, ben, nos enfants grandissent dans un monde où on parle de l'animal tout le temps, on s'intéresse à l'animal énormément, et donc ils sont baignés de cette culture, de cette tendance à vouloir le bien-être de l'animal. C'était pas mon cas quand j'étais enfant, il y avait d'autres sujets. Donc il faut se rendre compte qu'aussi pour les générations qui suivent, ce que ça va donner d'avoir tous ces sujets qui sont là dès l'enfance autour de l'animal. Donc, ce que ça va donner, c'est encore plus de préoccupations pour l'animal. Alors, peut-être moins d'animaux, mais avec plus de moyens pour eux, comme pour les enfants. En fait, on a moins d'enfants, mais on consacre davantage de budget aux enfants qu'on a qu'à l'époque de nos parents qui en avaient plus et qui, du coup, avaient aussi moins de budget pour leurs enfants. Hein, donc, ça évolue comme ça aussi, l'animal de compagnie. On va passer on a plein d'animaux à on en a quelques-uns, mais on s'assure d'avoir les moyens de leur donner tout ce qu'ils le méritent de mieux. Voilà. Et c'est vrai que le rapport qu'on a à l'animal, il suit de peu de temps derrière les changements qu'on va avoir dans le rapport qu'on a avec nos enfants, aussi bien sur les méthodes d'éducation que sur la façon dont on considère qu'on doit s'en occuper. Alors, je ne dis pas que tout le monde prend son animal pour un enfant, mais il y a quand même un parallèle qui peut être fait au niveau culturel, au niveau des grandes idées dans notre culture. Bon, mais du coup, ça veut dire que ce changement dans le rapport à l'animal et cette nouvelle place de l'animal dans la culture qui est la nôtre, cette nouvelle culture, hein, puisque notre culture, elle évolue, euh, eh bien, ça nous a amené à avoir maintenant un panel de métiers animaliers qui est hyper étendu. Parce que, en fait, on est passé de le vétérinaire est la seule personne compétente, il est omnipotent. D'ailleurs, c'est toujours le cas hein, dans les vétérinaires, ils relèvent du ministère de l'Agriculture, de la chasse et de la pêche. Et si on regarde les articles de loi qui définissent la profession de vétérinaire, c'est toujours comme ça au niveau législatif. Bah, il est à la fois concerné par les questions de santé, de prévention, d'alimentation, de psychologie, de comportement et d'éducation. C'est encore écrit comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, bah, si on veut éduquer un animal, on ne demande pas à son vétérinaire, on demande à un éducateur canin ou à un conseiller en comportement canin, par exemple. Si on a des troubles du comportement, on va pas chez un vétérinaire, on va chez un comportementaliste. Alors, ou un vétérinaire comportementaliste, il y a les deux et ils offrent pas du tout le même service et ils répondent pas du tout au même problème. On va se tourner vers des praticiens qui sont directement liés au bien-être animal, donc ostéopathe animalier, naturopathe. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier émergent pour les animaux, praticien shiatsu, masseur, toiletteur. Alors le toiletteur, moi je me sers dans le bien-être animal parce que quand vous avez des races, certaines races sans toilettage, c'est de la maltraitance par négligence. Donc besoin d'un toilettage. C'est pas qu'une question de standing, d'esthétique ou de propreté, c'est aussi une question de bien-être du animal, du chat ou du chien. Et donc en fait, tous ces métiers qui sont apparus relativement récemment répondent à des besoins différents. Ça veut dire que dans la façon de s'occuper d'un animal de compagnie, les besoins des propriétaires d'animaux de compagnie ont évolué, ils sont plus du tout les mêmes qu'avant. C'est pas les besoins des animaux qui ont changé, c'est les besoins des propriétaires d'animaux qui ont changé. Parce que même si, je vous ai dit tout à l'heure,
notre société humaine, si on enlève les animaux, elle s'effondre parce qu'elle s'est construite avec l'animal. Mais en fait, ça reste une société humaine, faite par les humains, pour les humains, et donc ça reste des besoins d'humains que ces métiers viennent satisfaire, puisque c'est un humain qui rend service à un autre humain. Et au milieu de toute cette émergence de plein de métiers différents, ben, est apparu ben, la communication animale. Et la communication animale, elle répond à un besoin de comprendre profondément son propre animal, ce qu'il ressent et ce qu'il pense, précisément parce que l'animal est devenu un membre de la famille. Et aussi parce que l'animal développe de nouveaux métiers lui-même. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des animaux qui sont des animaux médiateurs, vous avez des animaux qui sont des assistants, aussi bien pour des personnes en situation de handicap physique, par exemple personnes atteintes de cécité, que des handicaps tels que le TDAH, les troubles des TSA, les troubles du spectre autistique. On a des animaux qui sont aussi là pour la sécurité des personnes, qui sont gardes-malades, etc. Donc en fait, on a aussi, on demande aussi à l'animal, en fait, de pratiquer d'autres métiers lui-même, hein. Euh, il a toujours pratiqué des métiers à nos côtés. Il n'est pas rémunéré pour ça. Euh, mais, euh, mais quand même, du coup, on a ce changement sur l'utilité qu'on donne à l'animal dans la société. Et du coup, ça veut dire que qui dit métier pour l'animal dit nouveau métier pour l'humain aussi, puisque ces animaux, on doit leur apprendre, et donc c'est des spécialisations aussi euh, du côté de l'humain. Alors donc, dans ce contexte, on a aujourd'hui besoin des communicants animaliers. Alors, je pense qu'il y a 50 ans, la communication animale, alors la communication animale a débuté à 50 ans, mais la capacité à communiquer avec les animaux chez l'humain, elle existe forcément depuis bien plus longtemps. Je ne vais pas vous refaire l'historique parce que j'en parle dans un autre webinaire déjà, mais quand même, pourquoi il y a 50 ans, hein, c'est dans les années 70 aux États-Unis, ça a commencé à intéresser les gens? Ben parce que en fait, la situation dans laquelle on est maintenant, elle trouve ses racines à ce moment-là, c'est-à-dire cette place de l'animal. Là, je vous ai donné les chiffres pour la France, mais en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup plus. Bon, déjà, il y a de personnes, donc forcément, il y a plus d'animaux. Mais au niveau du pourcentage, c'est-à-dire le nombre de foyers qui a un animal de compagnie, donc là, c'est indépendamment. Le taux de foyers par rapport, qui ont un animal par rapport à ceux qui n'ont pas d'animal est beaucoup plus important aux États-Unis. Donc forcément, c'est aussi aux États-Unis que la communication animale a débuté, dans une culture où on est un petit peu plus tourné vers la nouveauté et où du coup tout ce qui va être nouveau ou sembler nouveau va s'étendre beaucoup plus vite que en Europe, qui est le vieux continent et où on aime bien rester sur la tradition, les acquis, etc. Bon, donc aujourd'hui, si c'est en essor, en plein essor, c'est parce que notre rapport à l'animal a changé, c'est pas parce qu'il y a plus d'offres en communication animale, en fait. Bien savoir que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de communicants animaliers qu'il va y avoir plus de besoins en communication animale. C'est parce que le rapport animal a changé, donc il y a un besoin et que du coup les communicants animaliers peuvent répondre à ce besoin. Là, je change de registre parce qu'on passe sur une notion de c'est quoi le marché de la communication animale. Alors, du coup, on peut dire que ça a débuté dans les années 90 en France, mais c'était marginal. Moi, j'ai commencé la communication animale, donc j'ai suivi un stage en 2004, donc c'était il y a 20 ans. Donc c'était déjà, c'était encore marginal. Euh, mais j'ai suivi cette formation avec Anna Evans, avec qui j'ai ensuite travaillé pendant plusieurs années, et elle a commencé à faire parler de la communication animale en Belgique en 88. C'est pour ça que je dis, bon, les années 90 à peu près. Il y a eu une sorte d'essor qui s'est lancé à partir de 2010. Alors pourquoi vers 2010? Bon, il y a un petit peu la faveur des réseaux sociaux quand même, mais il y a aussi eu, comme je disais, avec l'entrée dans les années 2000,
le rapport à l'animal a changé. Encore plus, on va dire, il y a une accélération sur le rapport à l'animal et la question de son bien-être et puis la question de l'interaction avec lui. Et on peut dire que le marché de la communication animale en France a littéralement explosé en 2020 du fait du confinement, du fait de la crise Covid. Bon, il y a énormément de personnes qui ont adopté des chiens et des chats à ce moment-là. Si parmi vous, il y a des éducateurs canins, bah, vous savez quels ont été les dégâts pour ces animaux qui ont été adoptés dans des périodes où on n'a pas pu faire leur sociabilisation. Donc effectivement, il y a eu plus de problèmes avec ces animaux et donc il y a eu plus de demandes vers les éducateurs et ou vers les communicants. Mais il y a aussi eu le fait que le confinement a changé notre mentalité sur plein d'aspects différents, et notamment sur la notion de bien-être, bah, la vie, on va pas passer son temps à travailler, à se pourrir la vie. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles aussi à ce moment-là. Et donc, comme je vous le disais, ce qu'on s'accorde à soi, on peut l'accorder à l'animal. Et donc, la question de l'épanouissement est devenue beaucoup plus prégnante dans nos mentalités pour nous-mêmes et donc aussi pour l'animal. Euh, le confinement, ça a aussi représenté un immense boom pour les différents réseaux sociaux, puisqu'il fallait se mettre en réseau du fait de ne pas pouvoir être en contact. Et donc, là, on a aussi eu un impact, une visibilité de la communication animale grâce aux réseaux sociaux. Évidemment, l'intérêt pour la communication animale, ça va suivre les idées de certains mouvements qui sont liés au bien-être animal, donc comme le véganisme, l'animalisme, il manque un M, et l'antispécisme, donc qui sont des mouvements idéologiques, philosophiques et parfois politiques, euh, qui ont comme point commun de mettre au centre de leurs préoccupations, ou de croire qu'ils mettent au centre de leurs préoccupations, parce que là, ça pourrait faire débat, l'animal, ou en tout cas une certaine version de l'animal. Et c'est une version de l'animal qui est anthropisée, c'est-à-dire qu'on va considérer l'animal comme si l'animal était une personne humaine. Et donc, on va se mettre à la place de l'animal en se disant, mais moi, si dans ma réalité d'humain, je vivais sa réalité à lui, ça me poserait un problème. Mais cette manière de prêter à l'animal euh, une vie humaine, eh bien, ça va dans le sens de mon animal doit être épanoui, il doit être heureux, on vit ensemble, on prend soin les uns des autres, donc j'ai besoin de le comprendre et donc j'ai besoin de la communication animale. Ça fait qu'en fait, il y a énormément de demandes, mais du coup, il y a aussi beaucoup d'offres. Parce qu'à partir du moment où il y a un potentiel de développement, ça va dans les deux sens. Et pour l'instant, c'est très disparate. C'est-à-dire que vous avez de tout en termes d'offres par rapport à la qualité, par rapport au prix, par rapport à la durée, par rapport au type de service. Il y a en présentiel, il y a en distanciel, il y a en ligne, il y a des comptes rendus écrits, il y a des comptes rendus en visio. Enfin, c'est très, très diversifié. Et vous avez de tout en termes de demande aussi, puisque en fait, chaque responsable d'animal a ses propres croyances autour de l'animal, autour du coup aussi de la communication animale. Il y a des personnes qui sont dans une approche très anthropomorphique de l'animal, d'autres pour lesquelles ce n'est pas le cas, ils sont dans une approche plus éthologique. Et donc, pour l'instant, ce marché, il est un peu de toutes les couleurs, et il part un petit peu dans tous les sens, et il n'est pas du tout régulé, comme tous les marchés émergents, en fait. Et donc, comme pour tous les métiers, quand ils naissent, hein, parce que là, comme je vous disais, c'est un métier qui est à peine sorti de l'œuf. L'ostéopathie animale, par exemple, est passée par cette phase très très disparate et maintenant, après pas mal d'années quand même d'existence, il y a des tentatives de régularisation du métier, de la profession, mais du coup aussi de ce marché, parce que par exemple dans l'ostéopathie animale, on se rend compte que vu le nombre d'écoles,
et le nombre de diplômés, eh bien, bah, si on continue à ce rythme-là, d'ici 3 ans, les ostéos qui vont sortir n'auront aucune chance de trouver un client parce que vous avez plus d'ostéos qui sont diplômés actuellement chaque année en France en ostéopathie animale que de vétérinaires. Donc, en fait, à un moment donné, ça va poser problème. Mais donc, c'est là où on est l'ostéopathie. Alors, là, comme animal, elle arrive 30 ans plus tard. Donc, là où est l'ostéopathie aujourd'hui, là, comme animal, il sera dans une trentaine d'années en termes de encadrement de la profession. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu la jungle en termes de marché. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une visibilité qui dépasse l'espace des réseaux sociaux. Comme je vous disais, 2020, ça a été très, très très fort propulsé aussi parce que les gens étaient beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux du fait du confinement. Et donc, ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui, c'est que la communauté scientifique commence à s'intéresser à la communication animale. C'est tout récent. Il y a les premières études qui sont occupées de voir le jour. Bon, je peux pas m'empêcher de le dire, pour l'instant, ce sont des études totalement bidons, puisque moi, j'ai pu échanger directement avec certaines équipes qui sont au travail pour le moment, et je suis très, très sceptique sur... Enfin, je suis pas sceptique, je sais quel sera le résultat qu'on va obtenir, parce que, en fait, la façon dont c'est mené ne peut arriver qu'à un seul résultat, c'est-à-dire la communication animale n'existe pas, et les gens qui pratiquent la communication animale s'auto-illusionnent à partir de croyances New Age. Voilà. En gros, c'est un peu ça la conclusion à laquelle ça va arriver. Et c'est lié aux protocoles qui sont appliqués. Bon, alors l'Ordre des vétérinaires s'intéresse aussi à la communication animale sans avoir de pouvoir pour agir. Donc, ils se sont fortement intéressés à l'ostéopathie sans avoir le pouvoir d'arrêter l'ostéopathie. Ils ont essayé d'arrêter les dentistes, ils n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter les dentistes. Ils essayent de bloquer les podologues équins, ils n'ont jamais pu bloquer les podologues. Enfin voilà, donc l'ordre des vétérinaires elle n'a que le pouvoir de veiller à ce que les vétérinaires continuent de pratiquer dans un cadre qui est déterminé par des lois. Donc c'est le maintien de l'ordre au sein de la profession, mais ils ne peuvent pas interdire les autres professions d'exister. Mais quand même, il y a aujourd'hui alors un questionnement, je dirais, une surveillance peut-être, une forme de surveillance. Ça discute entre soi. Mais du coup, ce que ça dit surtout, c'est que du coup, c'est parce que la communication animale est visible. Donc ça dit surtout que la communication animale commence à vraiment prendre de la place. Parce que si c'est quelques rigolos qui s'amusent dans leur coin, on s'en fout. Mais là, si ben, ça commence à s'exciter du côté de certaines associations et du côté des vétérinaires, etc., c'est parce que ben, de plus en plus de personnes font appel à des communicants animaliers et que donc de plus en plus souvent, on est confronté à la communication animale. Et donc, on commence à avoir des documentaires assassins sur la communication animale, du genre le plus de 20 heures il y a quelques semaines, qui s'intitulait d'ailleurs Les dérives de la communication animale. Alors, c'est curieux parce qu'il y a eu des documentaires sur la com animale dans les années 2000, dans les années 90, et c'était un petit peu l'émission de Waouh, c'est magique. Et on n'y voyait que du positif parce que on pensait que la personne qui était invitée pour l'émission avait une sorte de don, un peu comme on fait encore aujourd'hui avec la médiumnité. Mais maintenant, ça a changé de couleur puisque ce sont des documentaires d'un autre type. Il faut savoir que quand on commence à avoir des retours négatifs et des critiques, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut juste dire que, il y a plus de visibilité. Et c'est vrai à grande échelle. Là, pour l'instant, on va dire que la communication animale, c'est à grande échelle, mais c'est vrai aussi à petite échelle. Par exemple, à chaque fois que je fais une publication sur Facebook et que cette publication sort du cercle des gens qui me suivent habituellement, eh bien, ben, j'ai droit à des trucs désagréables et à des haters, évidemment. Euh, mais je pense que si je vendais des chaussettes ou si j'étais, je sais pas, carreleur professionnel, ça serait pareil. En fait, c'est une espèce de loi quasi mathématique. Visibilité, c'est pour ça qu'il y a cet adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Dès qu'il y a de la visibilité, il y a forcément des critiques qui apparaissent. Donc tout ça, c'est bon signe.
Alors, du coup, dans d'autres disciplines, telles que shiatsu, éducation, comportementaliste, etc., masseur, tout ça, les écoles qui dispensent des cursus pro dans les autres disciplines ont tendance à intégrer dans leur cursus un cours de communication animale ou une option communication animale. Ça veut dire que ces professionnels-là considèrent que de pratiquer la communication animale, c'est un plus pour leur métier. Encore une fois, ça, c'est intéressant. Et du coup, on a quand même un truc qui est curieux. Alors, c'est amusant parce que moi, je l'avais annoncé en formation en 2020. J'avais lâché comme ça à mon groupe d'apprenants que avant qu'on ait accepté dans notre culture que l'homme est capable de communiquer avec les animaux, eh bien, on aurait créé une intelligence artificielle qui puisse le faire. Alors, j'ai dit ça, et puis bon, là, les personnes ont dit non, mais quand même, on va pas y arriver. Attends, l'intelligence artificielle, on a assez peu de balbutiements, puis c'est pas possible de toute façon, là, c'est tellement complexe, etc. Et 3 mois plus tard, j'ai un ami qui m'a envoyé un article dans lequel on parlait d'un dispositif qui avait réussi donc à décrypter le langage des abeilles et qui est toujours utilisé et qui est hyper intéressant parce que ça nous a permis de faire des grandes avancées sur les capacités cognitives des abeilles et sur leur capacité à conceptualiser notamment l'espace et le temps. Parce qu'en fait, ce logiciel est plus performant que les humains pour lire les codes des abeilles, puisque vous savez, les abeilles, elles communiquent en faisant ce qu'on appelle la danse de l'abeille. Donc en dessinant dans l'espace, en volant des formes, en fait, un certain rythme, une certaine fréquence, etc. Et en fait, c'est comme un langage des signes. Voilà. Et elles communiquent de cette manière-là pour se donner des indications. Et elles peuvent se donner des indications, des notions abstraites comme une notion de distance, une notion de temps notamment, une notion d'espace. Elles peuvent décrire à d'autres abeilles un lieu qu'elles ont par exemple trouvé pour déplacer un essaim, ou elles peuvent localiser pour d'autres abeilles, leur donner l'itinéraire pour retrouver des fleurs. Donc en fait, on croyait que les abeilles se repéraient à l'odeur. On se disait, bah, il y a une abeille va dans une fleur, elle ramène à la ruche le pollen, donc il y a des odeurs, et un peu comme si un chien suivait une piste, l'abeille, elle retrouve la fleur. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, celle qui revient, elle donne des indications de localisation pour que les autres ensuite puissent reproduire l'itinéraire pour retrouver les fleurs en question. Donc ça montre que les abeilles ont des capacités cognitives supérieures à ce qu'on imaginait, voilà. Et ça, c'est grâce à, entre autres, avec le concours de cette avancée technologique. Donc ça, c'était en 2020. Et puis aujourd'hui, voilà, je vois régulièrement passer des articles qui parlent de projets de recherche pour mettre en place des outils technologiques qui vont nous permettre de mieux comprendre nos animaux. Alors, autant vous dire que ce sont des budgets colossaux qui sont consacrés à ça. Et s'il y a des budgets colossaux qui sont consacrés à ça, c'est parce qu'il y a des mecs derrière des bureaux qui ont regardé combien ça allait rapporter le marché de la communication animale. Il ne faut pas s'illusionner. On est dans un monde qui fonctionne de cette manière. Et je vais vous dire, c'est pareil pour le véganisme. Il y a des gars qui ont calculé la croissance du marché végan. Et en fait, c'est tel que ils investissent dans les associations qui militent pour le bien-être animal et puis qui militent pour qu'on arrête de consommer de la viande parce que en fait, ça va propulser le marché vegan, hein. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, du coup, ça veut dire quand même, si ces gars-là ils mettent de l'argent dans ces recherches, qu'ils ont bien compris que c'est une nécessité de comprendre l'animal et de communiquer avec lui. Ils ont bien compris qu'il y avait un besoin et donc un marché, et donc on peut se faire de l'argent avec ça. Voilà. Alors, ce qui m'amuse, si vous avez lu la publication sur Facebook que j'ai faite il y a quelque temps là, c'est que ce que l'on reproche aux communicants animaliers, c'est de faire payer leurs séances. Voilà. En même temps, si on travaille à temps plein et qu'on ne se fait pas payer, il y a un problème à un moment donné. Il faut bien qu'on mange, qu'on paye notre loyer, qu'on prenne soin de nos enfants, de nos animaux aussi. Tout ça, faut avoir de l'argent pour ça. Donc, il faut avoir un revenu. Donc, c'est comme si c'était malhonnête
de se faire payer pour faire une consultation de communication animale. Par contre, c'est pas un problème que des gars mettent en place des applis qui seront, alors probablement, il y aura toujours une version open source et puis une version payante, ou ça sera pas payant, mais ça servira de plateforme publicitaire pour des professionnels qui pourront répondre ensuite aux besoins des gens. Enfin bon, vous savez comment ça fonctionne, tous ces trucs-là. Et donc, en fait, il y a une sorte d'hypocrisie par rapport à ça, qui est de dire, ben, finalement, on fait semblant qu'on se fait pas d'argent avec ça, mais en fait, c'est bien ce qui est en jeu derrière tout ça, évidemment. Bon, alors ça veut dire que, ok, mais comment on fait sa place dans ce marché? Comment on fait sa place dans ce milieu? Comment on fait pour être un professionnel qui vit de son métier? Bon, donc déjà, c'est bien de développer de vraies compétences professionnelles. Il faut quand même savoir que la plupart des communicants animaliers qui sont pros aujourd'hui sont installés autodidactes. Seulement, alors, il fut un temps, c'était une nécessité. Moi, je me suis installée en autodidacte. Que voulez-vous, si les formations n'existent pas, ben, faut bien commencer par quelque part. Mais aujourd'hui, on peut mettre en avant le fait d'avoir une formation professionnelle, professionnalisante et d'avoir une expérience qui nous a conduit à être compétents. C'est sécurisant. D'une certaine manière, c'est de dire, regarde, j'ai un diplôme ou j'ai un cursus, quoi. Ensuite, je pense que c'est vraiment intéressant de se spécialiser. C'est quelque chose que j'amène vraiment dans mes formations professionnelles. Ça vaut la peine, je pense, de se spécialiser dans une espèce ou dans un type d'accompagnement. Alors, quand je dis se spécialiser, c'est pas de mélanger la communication animale avec d'autres outils. C'est pas faire comme animal et Reiki ou comme animal et fleurs de bac. Enfin, voilà. C'est vraiment de se dire, moi, je communique avec les chats ou avec les chiens ou je fais des séances pour le cavalier et sa monture. Voilà. Pourquoi? C'est parce que dans la communication animale, pour être performant, il ne faut pas seulement faire des bonnes comms, il faut aussi avoir des connaissances et il faut être en capacité de conseiller les gens et d'être de les éduquer. Et vous aurez jamais assez d'une vie pour être compétent dans toutes les espèces animales, ça c'est clair. Et en fait, du coup, plus vous êtes spécialisé et plus vous allez taper juste au niveau du conseil. Donc en fait, les retombées pour l'animal et pour l'humain, elles sont au rendez-vous. Ensuite, il faut garder une ligne de conduite sérieuse avec une charte éthique, en continuant de se former, la formation continue. Alors ça c'est assez drôle, c'est que pour l'instant, j'ai mis ce projet un petit peu de côté, mais je me suis dit, mais les communicants animaliers professionnels, à un moment donné, ils cotisent pour leur formation continue. C'est obligatoire. Je ne vous parle pas du CPF. Quand vous êtes à votre compte, vous cotisez au quotidien pour votre formation, enfin annuellement pour votre formation euh, auprès d'un OPCO, un opérateur de compétences. Bon. L'opérateur de compétences, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de veiller à ce que les professionnels d'un métier se forment, continuent de se former pour rester compétents. Parce qu'évidemment que ça avance les connaissances dans notre domaine tout le temps. Et donc, l'OPCO, il va financer que des formations qui sont en lien avec le métier que vous pratiquez. Si vous êtes toiletteur canin, vous cotisez auprès du FAPCA et vous avez droit à chaque année à suivre des formations en concurrence de 750 € financées par le FAPCA pour devenir meilleur en tant que toiletteur canin ou continuer de rester à la page. Il y a de nouvelles espèces de chiens qui apparaissent, des nouvelles méthodes de toilettage, les exigences au niveau des concours, ça change, etc. Eh ben, c'est pareil pour la com animale en fait. Il n'y a pas une fédération des communicants animaliers qui va contrôler ça, alors que pour le toiletteur canin, oui. Mais en fait, bah, le communicant animalier pro, il cotise pour sa formation, il a droit à un montant annuel. S'il l'utilise pas, bah, tant pis pour lui. Et pour rester performant, il faut qu'il fasse de la formation continue. Ce qui m'a amusé, c'est que quand j'ai proposé ça aux communicants pro, ben voilà, j'ai envoyé quelques mails, quelques dizaines de mails pour parler de ça, pour dire bah, en fait, ce serait peut-être bien d'organiser la formation continue et tout. Ben, en fait, en gros, c'était on n'en a pas besoin. On a presque rayonné avec cette idée. Mais en fait,
dans tous les métiers, si on veut rester performant, il faut continuer de se former. Et donc ça, c'est la formation continue. Et je pense que de plus en plus, ça va devenir une excellente manière de faire preuve de sérieux et de professionnalisme, parce qu'il y a quand même quelque chose qui change aussi dans notre société. Alors, ça avait commencé avec Google, mais ça va exploser avec ChatGPT. On n'a plus du tout besoin d'appeler un professionnel pour répondre à une question qu'on se pose. Vous demandez à ChatGPT, vous avez une réponse valable. Aujourd'hui, quand je donne des formations, alors bon, moi, je suis pas très âgée, mais j'ai maintenant des jeunes de 19 ans qui viennent se former pour devenir communicants animaliers pro. Ben, quand vous donnez la formation, ils prennent leur téléphone et ils posent la question à ChatGPT en direct. Et ils lisent la réponse et puis ils disent au formateur, ah, mais vous n'avez pas parlé de tel sujet, il y a aussi telle nuance et après, on a aussi telle référence. Parce que ChatGPT l'a dit. Hein, donc, en fait, on est vite dépassé par ces trucs-là. Du coup, ça veut dire que il faut continuer de se former et pour pas être largué à un moment donné, parce que ça va être très très facile d'être largué une fois qu'on a des outils qui nous compilent toute l'information. Vous savez que la quantité de connaissances dont l'humanité dispose double tous les 72 jours. 72 pour les Belges, parce que je vois qu'il y a quelques Belges parmi nous. Tous les 72 jours, la quantité de connaissances de l'humanité double. Comment vous voulez faire si vous n'êtes pas un minimum spécialisé et un minimum occupé de rester informé de votre petit bout de connaissances à vous, pour lequel on va vous appeler pour être pro, hein. Donc ça, c'est important. Je pense aussi, mais ça, donc adhérer à une association qui s'engage à agir pour la reconnaissance du métier, bon, ça n'existe pas encore, ce genre d'association, en tout cas pas à ma connaissance. Si vous en connaissez, faites-moi coucou, dites-le moi, je suis hyper intéressée de le savoir. Ben oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi un petit peu s'organiser, un petit peu se mettre d'accord sur comment on reconnaît qu'un professionnel est compétent, comment on organise la formation, enfin tout ça. Donc, si vous êtes motivé, il faut le faire, allons-y, il est temps de. Alors, le truc aussi, c'est que, en fait, euh, dans le milieu de la communication humaine, on a beaucoup d'incompétences. Attention, ça n'est pas que de faire des mauvaises coms. Il y a des gens qui font des bonnes coms, mais avec les informations qu'ils reçoivent en com, ils donnent un conseil qui est très mauvais, parfois qui est néfaste pour l'animal. Moi, dans ma clientèle, j'ai des vétérinaires qui sont très en colère contre les communicants animaliers pour avoir vu des situations où, à cause du conseil du communicant, l'animal est mort. Donc, en fait, là, on rigole pas, en fait. Quand la jument elle est en colique, qu'il faut aller en urgence à la clinique et que le communicant dit elle est stressée parce qu'elle est en boxe, elle veut sortir et dès qu'elle va être dehors, ça ira mieux. Puis vous arrivez le lendemain matin et le cheval il est mort parce qu'en fait il lui fallait un soin vétérinaire, c'est quand même dramatique. Voilà. Donc ça, c'est de l'incompétence. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est communicant animalier, qui ne sait pas c'est quoi une colique, c'est quoi des signes de colique et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Avec un propriétaire qui ne sait pas non plus, parce que ça arrive, croyez-moi, et du coup, on arrive sur quelque chose de dramatique. Donc, avoir des résultats, c'est déjà une bonne façon de se différencier et surtout être reconnu par des professionnels d'autres métiers animaliers. Parce que moi, j'ai des clients qui me sont envoyés par des vétérinaires, des comportementalistes, des toiletteurs, des éducateurs et puis des éthologues, etc., qui sont pas forcément à l'aise avec la communication animale, mais qui ont confiance dans le fait que j'ai des compétences, que je vais pas raconter n'importe quoi aux gens en termes de conseils. Donc, ils n'ont pas trop envie de savoir si ce que je fais, ça existe ou pas, mais ils savent que ça peut être utile. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin de rentrer dans le débat. Oui, les scientifiques, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord avec la communication animale, tout ça. Il y a la notion de compétence et de l'impact que ça va avoir pour l'animal et pour son propriétaire. Et ça demande ben, d'avoir des connaissances et une bonne formation. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer dans tout ça? Donc là, vous avez deux petits captures d'écran d'articles. Bon, là, on voit déjà l'université de Neuchâtel d'un côté, l'université de Lausanne de l'autre côté. Bon, je vous rassure, il y a aussi des recherches en France sur le sujet. J'ai pas trop vu pour la Belgique. Si vous êtes au courant du côté des Belges, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Donc là, on a deux dispositifs qui sont en cours de création. Un qui va s'attacher au langage corporel des animaux, donc avec des vidéos,
de comment l'animal se déplace, et un qui va s'attacher au décryptage de tout ce qui va être vocal, en fait. Bon, ça m'amuse pour le vocal parce qu'il y a quand même pas mal d'animaux qui ne communiquent pas de façon sonore. Et bon, pour le corporel, il y a quand même beaucoup d'animaux qui communiquent avec le corporel. Euh, voilà, donc ça finira de toute façon par aboutir à quelque chose, je pense, de pas mal intéressant euh, en, en phase de dégrossissage ou comme soutien pour d'autres, enfin pour certaines professions. Par exemple, ben, ça peut être une aide intéressante pour établir des diagnostics, notamment localiser des boiteries. C'est hyper compliqué, même quand on est très très calé en biomécanique équine ou féline ou canine, de bien identifier quand un animal boite, d'où il boite. Quelle est la structure anatomique qui procure de la douleur ou qui est lésée. Eh ben, avec ce genre d'outils, on risque d'être beaucoup plus précis. Donc c'est une bonne nouvelle pour détecter d'où l'animal boite. Ça permettrait aussi de localiser donc des douleurs et d'évaluer l'intensité d'une douleur. Bon, ceux qui parmi nous là font déjà de la communication animale, donc vous pouvez vous dire, bah, du coup, ça va être un super outil de vérification. Oui, ça va être un super outil de vérification. Sauf que sur ce plan-là, on peut donc se passer du communicant animalier. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose d'intelligent. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça intelligence d'ailleurs. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va compiler, en fait, qui est capable d'associer une quantité de données que nous, avec notre petit cerveau, comme individu, on ne peut pas compiler. Voilà. Donc, comme il y a cette rapidité de calcul de la machine, il va arriver à des conclusions plus vite que nous ou en tenant compte de plus d'informations, donc plus précis que nous, plus rapide ou plus précis. Voilà. Mais toutes les données auxquelles l'intelligence artificielle a accès, ce sont des données qui correspondent aux connaissances actuelles de l'humanité, des connaissances académiques, pas des connaissances subjectives. Donc jamais une intelligence artificielle n'aura l'intelligence naturelle d'un être vivant qui vit. Voilà, ça c'est important de s'en rendre compte. Et du coup, il n'y a pas de réelle capacité adaptative parce que l'intelligence, c'est s'adapter. Et donc, on s'adapte avec notre intuition et avec notre empathie. Donc, quand on est vivant dans une situation, à un moment donné, pour se débrouiller avec cette situation, on va s'adapter. Ce que ne fait pas la machine, évidemment. Donc, il y a tout un aspect du vivant que l'intelligence artificielle ne peut pas être en mesure de traduire et qu'elle ne peut pas être en mesure de réaliser. Elle ne peut pas être créative, par exemple. Si vous demandez d'écrire un texte sans utiliser la lettre E, comme l'a fait euh, le romancier dont j'ai oublié le nom dans son roman La disparition, eh bien, c'est impossible. Voilà, ça bug, vous pouvez pas lui faire faire ça. Donc, d'être réellement créatif ou d'être réellement en marge ou réellement innovant, faut pas lui demander ça. Voilà. Du coup, ça peut être un assistant, mais ça peut pas être un remplaçant pour la communication animale. D'autant qu'en plus, il faudrait voir de quoi on va avoir besoin comme matériel et comme dispositif en termes de technologie pour pouvoir l'utiliser. Enfin, parce que bon, l'animal, vous n'allez pas lui dire, enfin, vous pouvez pas lui demander de se faire chipoter par une machine. Quand ils sont photographiés ou filmés, ils n'ont pas du tout la même expression faciale que quand ils sont naturels. Vous avez déjà dû vous rendre compte de ça quand vous prenez une photo de votre animal. Il prend une tête parfois un peu bizarre parce qu'il n'est pas spontané, naturel devant la photo. C'est très difficile d'en avoir un qui fait abstraction du fait d'être filmé ou d'avoir le téléphone ou l'appareil photo. Ça, c'est quand même, voilà, il y aura des petits soucis techniques par rapport à ça. Donc pourquoi ça ne peut pas remplacer la communication animale? Bon, alors déjà parce que ce dont il est question, c'est toutes les connaissances que l'on a compilées en termes de comportement animal et en fait, on n'a pas tout découvert, on ne connaît pas tout. Ça, c'est un premier point des espèces, même celles qui vivent avec nous depuis 30 000 ans. Ensuite, on ne peut pas, avec des données génériques, arriver à une finesse qui permette de restituer l'expérience d'un individu en tant que sujet,
puisque ben, l'animal, c'est un individu qui a sa subjectivité. Un animal n'est pas un autre. Il y a des points communs entre les individus d'une même espèce, mais ce sont juste des points communs, c'est pas le même. Et donc tout ça, ça pourra pas être représenté. Et on a vu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend à travers la communication animale. Ben, en fait, on attend d'avoir accès à qui est notre animal comme personne et comme sujet. On n'a pas envie d'avoir des notions génériques. Si on avait envie d'avoir juste un décodeur du comportement de notre animal, on n'aurait pas besoin de communicants animaliers, on serait très bien avec les comportementalistes. Si on se tourne vers les communicants animaliers, c'est parce qu'il y a un truc auquel les comportementalistes répondent pas. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, nous sommes, nous, des animaux. Hein, l'humain est un animal, on fait partie du règne animal, on est une espèce animale. Et nous sommes des animaux grégaires et nous avons besoin de contact. Et c'est pour ça qu'il y a des animaux de compagnie dans notre vie, c'est parce qu'on a besoin de contact et qu'on a besoin de relations. On va sans doute être beaucoup plus à l'aise de recevoir un retour d'un autre être humain que de recevoir un retour d'une machine en ce qui concerne notre animal et la relation que l'on a avec lui, puisqu'il s'agit quand même, dans la communication animale aussi, d'accompagner l'humain dans ce qu'il vit avec son animal. Donc, il y a ce besoin de présence humaine, de sensibilité. Ça, c'est complètement reconnu pour d'autres métiers aussi. Au niveau des limites de l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, le facteur humain, il va être important. Donc, ça peut être un assistant, mais ça peut pas être un remplaçant pour tout un tas de professions. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, ça pourrait être un remplaçant, mais dans les faits, ça ne le sera pas, juste pour ce besoin de contact et ce besoin de relation avec ses propres pairs, en fait. Et donc, je vais pas changer de diapo. Voilà. Donc on a vu dans cette première partie que il y a une raison pour laquelle la communication animale est en plein essor, c'est parce qu'il y a un besoin qui est lié au statut que l'animal a aujourd'hui dans notre société. Donc c'est pas forcément vrai partout dans le monde. On a vu que qu'il y a un marché de la communication animale qui est un petit peu tout en désorganisé, mais que c'est normal pour une profession émergente et que ça va s'organiser dans l'avenir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, on peut poser aujourd'hui les bases de cette organisation. Et il faut le faire collectivement. Et ensuite, on a vu que oui, il y a des avancées au niveau de l'intelligence artificielle qui concernent de près ou de loin la communication animale, mais que ça ne remplacera pas le métier de communicant animalier professionnel. Donc, à la question, le métier de communicant animalier professionnel a-t-il encore de l'avenir? Je réponds oui. Alors du coup, à partir de là, comment on devient un pro de la communication animale? C'est un sujet qu'il faut poser. Alors, je ne sais pas vous, quand vous faites appel à un communicant animalier, c'est quoi vos attentes? Vous pouvez me l'écrire, ça serait intéressant. Alors vos attentes au sens synthétique, voilà, global. Mais moi, ce que je remarque, c'est que mes clients, quand ils me contactent, ce qu'ils attendent vraiment, c'est une solution. S'ils m'appellent, c'est qu'ils ont un problème avec leur animal, une difficulté, ils se posent une question. Et ce qu'ils ont besoin, c'est que le problème s'arrête ou que la situation évolue. Et donc, en fait, ils ont besoin de ressortir de la séance avec une réponse à cette question, et une seule question. Dites-moi ce que je dois faire pour que ça s'arrange. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, quand on est communicant animalier, on ne peut pas se contenter de juste répéter ce que l'animal nous a dit. Si on répète ce que l'animal nous a dit, on le fait. Et si ça s'arrête là, il y a une étape qui manque, qui est celle de OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc il faut réfléchir, il faut pouvoir penser solution. Alors c'est une attente des personnes qui font appel à un communicant animalier qui est une attente plus ou moins assumée ou plus ou moins lucide. Vous pouvez avoir des gens qui disent je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon animal, mais il ne faut pas vous dire je vous appelle parce que j'attends une solution. Voilà. Mais derrière ça, ce qu'il y a, c'est qu'on attend une solution. Euh, sinon, ça n'a pas de valeur en fait, la séance. Donc, c'est important
que la personne qui fait appel à un communicant animalier puisse avoir confiance dans ce que le communicant animalier lui amène. Donc la fiabilité, elle est fondamentale. Et qu'est-ce qui vous rend fiable? Ben, c'est quand même là, pour le coup, d'avoir des résultats en communication animale. D'avoir des résultats pertinents, des informations que l'on peut vérifier, des informations qui sont concrètes, qui vont parler au propriétaire de l'animal, mais qui vont aussi parler à un observateur extérieur. Mettons, si ça concerne la santé, il faut que ça puisse être cohérent par rapport à ce que le vétérinaire va observer, par exemple. Et la séance doit aussi, au final, avoir une retombée positive pour l'animal. Alors ça, je pense que c'est clair pour tous les communicants. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas les animaux. Quand on fait ce métier, c'est parce qu'on a envie que ça se passe bien pour l'animal. On a envie d'avoir un impact positif pour lui. Alors attention, il y a le fait d'avoir envie d'avoir cet impact et puis il y a le fait d'avoir effectivement cet impact. Hein, il y a un delta là qu'il faut pouvoir négocier dans le sens où il faut y arriver quand même à avoir l'impact positif. Et ensuite, on attend quand même qu'il y ait moyen de collaborer. C'est pas toujours facile parce que donc de collaborer avec d'autres professionnels, d'autres métiers, c'est pas toujours facile parce que ces professionnels en question, ils sont pas toujours très ouverts, ça dépend. Mais on doit pouvoir avoir les moyens de le faire parce que l'animal, il est rarement pris en charge. On l'a vu tout à l'heure, il y a tout un panel de métiers animaliers autour. Il n'est pas pris en charge par un seul professionnel, il est pris en charge par plusieurs professionnels et donc il faut que ça soit fluide et que les informations puissent être échangées d'un pro à l'autre. Donc ça nécessite d'avoir un certain jargon, de comprendre l'autre métier, de comprendre comment s'exprime cet autre professionnel et de pouvoir communiquer avec ce professionnel-là aussi. Donc les compétences du professionnel, je vais dire autrement ce que je viens de dire, c'est une maîtrise de la communication animale, une posture juste et empathique dans l'accompagnement de la personne. Accompagner une personne, ça n'est pas quelque chose qu'on fait dans son état habituel. C'est pas comme de rendre service à sa voisine, en fait. Quand vous êtes en communication animale, vous avez quelqu'un qui a une difficulté, qui peut être fragile, qui peut être dans une phase où c'est difficile avec son animal, qui peut être en deuil, et donc il faut être absolument dans une posture juste. Et ça se travaille. Il y a plusieurs métiers, tous les métiers d'accompagnement de l'humain doivent développer cette compétence-là. Si on le fait comme on est dans la vie de tous les jours, sans se mettre sur un mode professionnel, ça va pas bien se passer. Alors moi j'ai des témoignages absolument hallucinants hein, de communicants qui se disputent avec leurs clients, enfin bon le truc. Et on se dit mais c'est pas possible, la personne elle a pas besoin de se disputer parce qu'ils sont pas d'accord sur la vie après la mort, alors que la nana elle est occupée de se vider de toutes les larmes de son corps parce qu'elle a perdu son chat. Enfin, vous voyez, il y a des trucs à un moment donné, il faut quand même se- savoir qu'on n'est pas là pour ça. Hein. Chacun croit ce qu'il veut et puis on reste pro, bien sûr. Donc, il faut aussi avoir des connaissances dans pas mal de domaines. Alors, j'ai cité dans la DIC, l'anatomie et le comportement, mais en fait, il y a plus de domaines que ça. Si vous faites des accompagnements d'animaux en fin de vie, il faut quand même pouvoir bien connaître quelles sont toutes les étapes de l'agonie, quels sont les risques d'une absence d'euthanasie, à quoi la personne va être confrontée si elle doit gérer elle-même la mort naturelle de son animal, qu'est-ce qui peut se passer qui tourne mal au niveau d'une euthanasie aussi, quel est le cadre éthique dans lequel on prend ce genre de décision. Enfin bon, tout ça, vous devez le maîtriser. Justement pour pas se mettre en porte-à-faux par rapport à d'autres professions et pour ne pas nuire à l'animal et évidemment ne pas nuire à l'humain aussi. Il faut avoir une vision systémique. Ah, j'ai mis systématique, pardon, c'est systémique. Ça doit être mon correcteur automatique qui m'a mis systématique. Une vision systémique. Une vision systémique, c'est de pouvoir considérer les choses comme un système. L'homme et l'animal, c'est une relation, c'est un système. Et du coup, ça demande de prendre du recul par rapport aux situations qui nous sont proposées parce que quand vous êtes dans une relation avec l'animal, en communication animale, si vous pratiquez, vous savez de quoi je parle, vous êtes dans une certaine intimité et vous voyez que le point de vue de l'animal. Vous n'avez pas encore celui de l'humain. Ensuite, vous parlez avec l'humain, vous avez le point de vue de l'humain. Il faut réussir et c'est vraiment un travail méthode.
qui permettent de faire ça, à avoir une vision systémique. Donc un petit peu comme un médiateur familial, par exemple, va devoir développer une vision systémique de comment ça fonctionne dans la famille. Encore une fois, c'est des postures professionnelles qui s'apprennent. Vision systémique, une vision holistique. Donc la vision holistique, c'est la vision qui va tenir compte de tous les aspects de la personne, là en l'occurrence, tous les aspects de la personne animale. Donc ça, pareil, c'est des compétences qui se développent, qui s'apprennent, qui se travaillent. Et enfin, il faut avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir conseiller, parce qu'effectivement, moi je répète en général que le communicant animalier, il doit conseiller. Alors, c'est mieux si on ne sait pas de ne pas conseiller que de conseiller en ne sachant pas. Voilà. Quand on ne sait pas, on renvoie vers un autre professionnel, un éducateur, voilà. Mais c'est quand même mieux si vous pouvez conseiller. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de pourquoi pas se spécialiser dans un domaine ou proposer un type de service bien défini, celui dans lequel vous allez être bon pour conseiller. Parce qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines, c'est sûr. Alors, le cursus pour y arriver. Bon, il fut un temps où j'expliquais que pour s'installer en pro, il y a la voie autodidacte et la voie formation. Bon, ça devient de moins en moins vrai tout ça, hein. Parce que finalement, plus vous allez avoir, parce que là maintenant, ça y est, les centres de formation professionnelle, ça fait 2 ans que ça pousse comme des champignons. Euh, donc aujourd'hui, il y a des formations professionnalisantes en communication animale, très bien. À partir du moment où vous avez des formations professionnalisantes en communication animale, il faut un petit peu arrêter de s'installer en autodidacte. Pourquoi? Parce que de toute façon, ceux qui vont sortir des écoles seront plus performants que vous quand vous vous installez en autodidacte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, si on a des écoles avec des cursus professionnalisants qui se développent, il va y avoir, un jour ou l'autre, une association française des communicants animaliers, un truc comme ça, qui, évidemment, n'ouvrira ses portes que à ceux qui auront la preuve d'un cursus, comme ça s'est fait pour la naturopathie, comme ça se fait pour l'ostéopathie, et à un moment donné, d'avoir cette reconnaissance d'un organisme qui sera du coup une reconnaissance collective, ben, ça aura de la valeur. Voilà. Donc, encore une fois, on parle de l'avenir de ce métier, et là, c'est plutôt l'avenir du communicant en lui-même, comment vous allez piloter votre barque pour rester dans la course. C'est un peu ça l'idée. Eh bien là, ça va passer par, je pense, vraiment l'idée de se dire, il y a des formations, on suit des formations pro, on a un diplôme. Pour l'instant, ce diplôme n'a pas de valeur, mais un jour, il aura de la valeur. Enfin, il n'a pas de valeur. C'est pas un diplôme d'État. Donc, en fait, il a de la valeur dans le sens où le diplôme, il va reconnaître que vous avez fait un cursus. Donc, ça va vous ouvrir des portes. Et du coup, ça commence à être, je pense, important de le considérer quand on réfléchit à cette question de la reconnaissance et puis de l'avenir de la communication animale. Alors, donc aujourd'hui, il y a des formations qui existent, il y en a un certain nombre, et je pense qu'il y a 5 critères qui sont à observer pour vous assurer que la formation en question, elle est sérieuse. D'abord, ça commence par est-ce que cette formation a une certification? Je ne parle pas de proposer une formation certifiante. Une formation certifiante, ça n'existe pas encore en communication animale parce que pour avoir une formation certifiante, il faut que les compétences professionnelles du communicant animalier soient inscrites au RNCP. Et pour que ce soit inscrit au RNCP, comme on est dans une pratique qui touche aux animaux, c'est le ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture, pour avoir un accord avec le ministère de l'Agriculture, il faut être d'accord avec l'ordre des vétérinaires. Voilà, ce que les ostéos sont occupés d'essayer de négocier. Bon, donc ça, pour l'instant, ça n'existe pas, donc une formation certifiante. Si vous voyez une pub où il est écrit formation certifiante, sauvez-vous, c'est faux. Voilà. Bon, du coup, ça n'existe pas une formation financée par le CPF. Pareil, CPF, RNCP. Si vous voyez une pub qui dit financée par le CPF, c'est du chipotage où on a un petit peu, voilà, mais bon, en tout cas, c'est pas fiable. Bon,
Donc, une formation certifiée, c'est un organisme de formation qui est certifié par Calliope pour des actions de formation. Donc, il est reconnu comme étant un organisme qui propose bien de la formation professionnelle. Voilà. Ensuite, ça ne veut pas dire que la Comanimal est reconnue. C'est l'organisme de formation qui est reconnu pour le fait de proposer de la formation professionnelle. Bon, la deuxième étape, c'est la durée de la formation. Autant vous dire qu'on ne devient pas professionnel en 15 jours. Allez sur des cursus quand même plus longs. Au minimum 6 mois. Minimum. Moi, je pense qu'un an ou deux, c'est mieux. Mais n'allez pas sur des cursus de quelques jours, de 3 week-ends, de quoi que ce soit. Alors, si c'est 6 mois, mais avec 2 fois 2 jours en présentiel, bon, ben, vous oubliez évidemment, hein, comptez un petit peu le nombre d'heures de formation. Un autre critère, c'est de considérer l'équipe pédagogique. Est-ce qu'il y a une équipe ou pas? En fait, il y a quand même pas mal de situations dans lesquelles il y a un communicant qui donne tout seul sa formation. Il n'y a pas d'équipe. Alors pour moi, s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de pluridisciplinarité, il n'y a pas de transversalité, il ne peut pas devenir pro sans ça. Il faut considérer le programme, soit suffisamment étendu, c'est pas que la comme animal, le comportement, l'anatomie, accompagner l'humain, tout ce qu'on a vu. Et il faut que vous ayez aussi une pratique de la communication animale dans des conditions professionnelles. Enfin, parce que pratiquer pour ses copains, ses copines, pour son animal, c'est très bien. Et puis on se retrouve pro et on ne sait pas comment faire. Il faut être accompagné pendant la formation sur une pratique dans des conditions professionnelles. Je pense que ça, c'est très important. Quels sont donc les débouchés à l'heure actuelle? Il n'y a pas encore de salariat en communication animale. Donc, si vous envisagez de vous installer, si vous y pensez, eh ben, il faudra envisager d'être travailleur non salarié, donc indépendant, voilà, auto-entrepreneur ou autre statut. C'est relativement facile à mettre en place, c'est relativement facile à créer, mais du coup, c'est quand même un mode de vie en soi qui est différent. En tout cas, si vous êtes salarié, c'est un mode de vie un petit peu différent. Pas que changer de métier, c'est aussi changer de mode de vie, et ça, il faut pouvoir l'anticiper. Alors, je suis arrivée à la fin de toute mon explication. Je remercie ceux qui sont encore parmi nous. Il y en a deux, trois qui ont décroché, je vois. Euh, et pour vous remercier de votre participation, j'aimerais vous offrir, c'est un cadeau, la box Devenir communicant animalier professionnel. Qu'est-ce que c'est cette box? Alors, c'est tout nouveau. Il n'y a encore personne qui l'a utilisé. Du coup, je vous fais ce cadeau, mais en échange, j'aimerais quand même que déjà vous l'utilisiez, parce que bon, quand même, bah voilà, c'est un cadeau, autant l'utiliser. Mais surtout, je serais hyper intéressée que vous l'utilisiez et puis que vous me donniez des nouvelles de qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif. Donc, ce qu'il y a dans cette box, c'est un guide du communicant animalier professionnel, c'est un document PDF qui voilà, donne des indications sur comment s'installer. Un webinaire que j'ai donné il y a déjà un an à peu près. Donc comme ça, vous avez accès à ce webinaire où on parle exclusivement du fait de s'installer en pro, des vidéos, des articles, et à la fin, vous allez recevoir un test à compléter pour vous-même qui vous permet de faire une petite auto-évaluation pour savoir où vous en êtes sur ce cheminement qui pourrait, si vous en avez envie, si c'est votre rêve, vous amener vers le métier de communicant animalier pro. Le lien qui vous donne accès euh, à cette box, voilà, il est dans l'espace de chat. Je l'ai partagé en tout début. C'est la première chose que vous avez qui apparaît dans l'espace de chat. Et en fait, je vais vous le remettre. Voilà. Je vous envoie le lien. Vous pouvez le récupérer. Vous le copiez-collez pour l'avoir. Vous cliquez dessus et vous vous retrouverez tout de suite sur la page qui va vous permettre d'accéder à cette box. Pour accéder à la box, j'ai besoin de votre adresse email puisque tout le contenu va vous être envoyé par email. En fait, vous allez recevoir 6 mails différents et chaque jour, il y aura un nouvel outil de la boîte à outils
La box, c'est une boîte à outils. Donc, un nouvel outil de la boîte à outils pour que vous puissiez suivre ce dispositif. Et puis, j'espère que vous pourrez me donner des nouvelles en l'utilisant et que ça va être très utile pour vous, très intéressant. Donc, n'oubliez pas de copier le lien parce qu'il n'apparaîtra pas ensuite dans le replay et c'est votre seule chance de le récupérer. Alors, je termine toujours toutes mes conférences sur la communication animale de cette manière. C'est très important pour moi. La communication animale ne permet pas de régler les problèmes en un coup de baguette magique. Pas parce que je dis à l'animal d'arrêter d'aboyer qu'il arrête d'aboyer. Mais c'est quand même très utile parce que elle permet de comprendre ce que l'animal vit pour savoir comment agir pour opérer un changement et de cette manière faire avancer la situation. L'impact de la com, c'est pas seulement d'avoir parlé avec l'animal, c'est d'avoir compris ce qu'il vit pour agir pour lui et pour que ça progresse. Donc c'est le rôle du communicant animalier d'accompagner la personne à opérer ce changement avec bienveillance, bien entendu, et toujours dans le but du bien-être de l'animal. Je vous remercie pour votre écoute et je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Alors, il n'y a pas de questions dans l'espace chat, je vois. Mais là, vous pouvez, si vous avez une question, activer votre micro et me poser la question directement. Salut, c'est Audrey. Euh, Bonjour Audrey. on s'était vu à Lille. Je voulais savoir en fait un peu plus d'infos. Tu vas refaire des webinaires pour la formation pro sur 2 ans ou pas? Tu vas avoir des infos sur la formation pro sur 2 ans? Ouais, Euh, alors, tu peux regarder le webinaire que j'avais mis en lien sur le mail d'invitation à cette conférence. ouais, Tu peux aussi utiliser la box d'accord. parce qu'il y aura deux avantages. Tu auras le plaisir d'utiliser les différents outils et tu auras en même temps des liens pour accéder à des séances d'information liées à la formation. D'accord, ok. Voilà. En fait, je ne vais pas forcément refaire des webinaires tout public. Ce que je vais faire, c'est des séances d'infos pour les gens qui sont inscrits. D'accord, ok. Du coup, ce sera un peu plus ciblé pour parler vraiment de la formation. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder d'autres sujets puis qui intéressent. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, après, mince, qu'est-ce que je voulais poser? Oui, en fait, là, le dossier d'inscription, c'était août, c'est ça, hein? Pour le mois Au de mois de janvier. janvier, oui, ce sera septembre même. Septembre, ok, ça marche. Mais là, je suis dans le lancement de la promo de De septembre. celle de septembre, ouais. Je ne suis pas encore dans les inscriptions de la promo de janvier. Sauf si à un moment donné, je vois que j'ai effectivement beaucoup de demandes pour janvier, ben, je pourrais faire des préinscriptions plus tôt. D'accord, ok. Ça Ouais, de toute façon, viendra. ça, on aura des mails, tout ça. Ben, si tu es inscrite sur la newsletter et que tu reçois des mails comme l'invitation à cette conférence ici, ben, tu recevras ces informations-là en temps utile, ouais. Ça marche, ok. Merci. Merci. D'autres questions que vous avez envie de poser là sur tous ces sujets qui ont été abordés ce soir? Ou des questions ou remarques, retours, enfin des choses que vous avez envie de partager? Pas particulièrement? Alors, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer du coup ici cette visioconférence. Voilà, je vois que vous m'écrivez des petits messages, pas de questions, bah, très bien. Eh ben, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si besoin, à me recontacter par email puisque vous avez, je pense, maintenant mes coordonnées. Et, et peut-être à bientôt. Au revoir.